Bien. C'est pour ça que je l'ai fait. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte. Et Madame Sevin, Oscar, voilà, désignée comme secrétaire de séance. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais procéder donc à l'appel. Madame Dominique Gantier. Présente. Monsieur Claude Delval. Monsieur Laurent Deblos. Présent. Madame Anne Mazurel. Présente. Monsieur Hervé Viquier. Présent. Madame Marie-Laure Allossery. Présente. Monsieur Christian Gantier. Présent. Madame Gisèle Poteau-Fromentel. Présente. Madame Elvise Loyer. Présente. Monsieur Patrick Vandrièche. Présent. Monsieur Lionel Prats. Présent. Madame Nathalie Bourbonne. Présente. Madame Patricia Van Rubeck. Présente. Madame Delphine Buscard. Présente. Madame Manon Lenain. Excusez, représentée par moi-même. J'ai donné la procuration à Madame Décalatoire. Merci. Monsieur Jean Crespel. Absent. Excusez. Excusez. Monsieur Philippe Six. Excusez. Madame Claire Delory. Excusez. Monsieur Sébastien Bouquillon. Monsieur Valentin Dutoit. Présent. Monsieur Nicolas Marchand. Présent. Monsieur Bruno Foucard. Présent. Madame Akrout Livampouille. Présent. Je vous remercie. Bien. Alors, communication. On va commencer par les casiers des chiffres. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de le voir un peu sur les réseaux. Des chiffres, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boucher d'Annelin qui était venu nous rencontrer maintenant il y a pratiquement un an pour pouvoir installer sur la commune des casiers. Donc, on trouvait le projet intéressant. On l'a échangé beaucoup avec la maire, puisqu'il est sur la place Serrurier. Pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir, il est arrivé ce matin. Et s'est installé donc ce matin sur ce parking. Il devrait être opérationnel, je pense, d'ici une bonne semaine. Hein. Voilà, oui. Oui, entre le travail alimenté. Bon, ça a été un travail de longue haleine, hein, mais comme tout, quand on doit mettre quelque chose en place, les délais de la MEL, de tout ce qui est administration, c'est beaucoup plus long qu'un délai pour des travaux ou des choses que l'on peut faire chez soi. Donc, je pense que c'est un service super pour la population. Les citoyens sont contents. On verra un usage. Voilà dans le cadre de ces casiers. Et la deuxième communication concerne les terrains de tennis. Mais bon, les terrains de tennis, ils vont être inaugurés le 26 avril. Inauguration pour les élus, pas forcément le tennis, et puis les associations. Vous aurez l'invitation qui devrait suivre d'ici quelques temps. Voilà, au niveau des communications, c'est très bref cette fois-ci. Donc, on va pouvoir passer à l'ordre du jour. Donc, le premier point concerne l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 février. Y a-t-il des remarques? Allez-y. Je vous remercie, car j'en ai appris plus par votre procès-verbal qu'en assistant physiquement à la séance. En effet, j'apprends que la délégation de M. Lefebvre sera répartie entre les adjoints, ce qui n'avait pas été dit en séance. Il est vrai qu'il avait particulièrement bien préparé et organisé les animations proposées aux aînés pour cette année, et qu'il n'y a donc plus grand-chose à faire. À ce sujet, il me semble que vous avez du mal à vous en séparer, et que vous regrettez son départ, car je me permets de vous le signaler. Sur le site internet de la commune, M. Lefebvre est toujours conseiller délégué, et Mme Akrout
ne figure pas. Tout à l'heure, je suis tombé aussi sur la même page, il y a les commissions qui sont sur le site internet du mois d'octobre, donc celles du mois de février ne sont pas à jour. Par contre, il y a des éléments qui ont disparu, comme par exemple les explications de M. Delval concernant la consistance des logements prévus rue du 1er mai, rue du Verbois. À ce sujet, je n'ai pas très bien compris comment il est possible que le permis de construire ait été accordé à Créer Promotion, mais que des logements locatifs seront gérés par l'île Métropole Habitat dans le cadre d'un contrat de réservation. J'aimerais donc avoir plus de précisions à ce sujet. L'ensemble des explications pour lesquelles je ne pouvais approuver le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2024 ont également disparu. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai reçu une nouvelle lettre de la préfecture à ce sujet en date du 14 février. Par rapport à la version antérieure, elle me semble apporter des éléments nouveaux. Le procès-verbal contient la teneur des discussions en cours de la séance. C'est pas moi qui le dis, c'est le préfet s'appuyant sur l'article L21-21-25 en vigueur du Code général des collectivités territoriales. Je ne vais pas lire la lettre, mais il est marqué, autrement dit, vous êtes parfaitement libre de ne pas tenir compte de mes observations, mais vous ne pouvez m'empêcher de les formuler en ce qui concerne le procès-verbal. Sinon, je pourrais saisir la justice, mais je vous rassure, à un an d'élection, j'ai autre chose à faire. Toujours dans la catégorie... Vous pouvez y aller, monsieur Foucault. Non, sinon je pourrais revenir en arrière sur tous les PV. À 10, 15, Ouais. à la route dehors, aujourd'hui. Enfin, bref. 23, on est là. Toujours dans la catégorie des choses qui ont disparu, il y a bien évidemment tout mon historique de l'examen financier de votre projet d'école depuis 2020, et le fait que vous parliez d'un chantier hors taxe. Mais aussi, ce qui me semble important, la précision que M. Gantier avait apportée en séance, selon laquelle les 400 000 € seraient remboursés au bout de 2 ans, c'est-à-dire quand la commune aurait récupéré la TVA. Comme la précision de M. Deblos, selon laquelle ce prêt entraînerait une annuité de 1 000 € par mois, avec possibilité de le rembourser par anticipation. Comment voulez-vous que devant de telles constatations, je ne sois pas sceptique? Il en va de même pour ce qui concerne la servitude de passage rue des Pétunias, que je ne vais pas épiloguer. Concernant, maintenant, sur l'écriture, s'agissant de la convention passée avec l'AMEL pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, je n'ai pas dit comme il est écrit, il est important de prendre connaissance du plus 2 et 3. Mais plutôt, cette technique de l'AMEL m'apparaît indispensable, vu notamment la complexité du nouveau règlement du plan local d'urbanisme dit plus 3. Concernant les 1 100 € qui devaient être remboursés à Madame Françoise Duchamblet, celle-ci me dit que pour l'instant elle n'a reçu aucune nouvelle de votre part et n'a pas vu les sous arriver. Pourriez-vous me dire pourquoi ça bloque? Je rappelle également à M. Deblos que je n'ai toujours pas eu la copie de la lettre de notification de l'aide financière de la CAF pour l'école, puisque vous m'avez indiqué le 6 mars que vous deviez en demander l'autorisation en haut lieu. Enfin, s'agissant de mes questions orales, bien évidemment, l'ensemble de votre intervention est repris mot par mot dans le procès-verbal, d'une manière générale, mes interventions quasiment jamais. Vous estimez alors que je vous avais envoyé 17 pages, alors qu'il y avait de la documentation entre deux. De ce fait, les questions ne faisaient que 2 pages et demie. Vous vous refusiez explorer ce document parce qu'il était trop long. Comment faites-vous alors quand vous siégez au Conseil métropolitain et que, comme par exemple le 28 février dernier, il y a 2384 pages à lire et que la séance dure 4h08. Je n'ai pas reposé ces questions aujourd'hui, je considère que vous avez pris le premier prétexte qui vous venait à l'esprit pour ne pas y répondre. Ce pensant, les déchets ménagers spéciaux, comme les cuves de récupération d'eau pluviale dans les cimetières, relèvent bien de l'écologie et même d'économie financière pour la commune. Je prends note, et j'espère que la commune s'en souviendra dans un an, que vous ne vous sentez pas concerné par des sujets aussi importants pour la vie quotidienne de vos concitoyens que la vitesse et la sécurité routière, la fiabilité des défibrillateurs cardiaques et surtout la sécurité et alerte de la population en cas d'attaque militaire. Sur ce dernier point, je note que notre cher président de la République, c'est ironique pour ce qui me concerne, s'en préoccupe puisque nous devrions recevoir prochainement un manuel de survie de sa part. En tout cas, et pour conclure, il ne vous étonnera pas que je ne peux comme de coutume approuver votre procès-verbal. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques?
Non, parfait. Bon, je ne ferai pas la lecture non plus du préfet, hein, puisque forcément, vous savez très bien que j'ai été mise en copie. Simplement, je relève une phrase. Cette faculté, les élus restent libres de transmettre leurs observations orales lors de la séance. Hein, c'est ce que vous venez de faire. Cette faculté donc relève toutefois, pour le procès verbal, cette faculté relève toutefois de la libre appréciation de chaque collectivité qui peut choisir de ne pas intégrer les remarques au procès verbal. Voilà. Maintenant, si vous souhaitez saisir le tribunal, comme je vous ai dit, libre à vous, il n'est plus à une affaire près. Bien, donc je vais passer. Alors donc je mets au vote, ah oui, contre Monsieur Foucard. Parfait, pas d'abstention. Parfait. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Monsieur Prats pour la délibération de l'adhésion à la prestation chômage du CDG de la fonction publique territoriale du Nord. Bonsoir à toutes et tous. Donc cette délibération permettra à la commune de bénéficier de prestations d'accompagnement administratif et d'expertise juridique du CDG 59 pour la gestion des allocations de retour à l'emploi des agents de la commune concernés par un licenciement. Qu'il s'agisse d'inaptitude physique définitive à exercer son emploi, pour insuffisance professionnelle ou pour tout autre motif permettant de bénéficier des allocations chômage. Les prestations peuvent concerner étude du droit initial à l'indemnisation chômage, étude du droit en cas de reprise ou réadmission de l'indemnisation chômage, étude du droit en cas de perte d'activité conservée, étude des cumuls de l'allocation chômage et de l'activité réduite, étude de réactualisation des données selon les délibérations de l'UNEDIC, suivi mensuel des droits à l'allocation chômage. Elles sont facturées à l'acte, les montants sont précisés dans la convention. À la question légitime qui pourrait se poser sur l'utilité de prendre cette délibération aujourd'hui. Même si nous ne pouvons pas parler ici des cas particuliers ou citer le nom des agents, sachez simplement que la commune est concernée par un cas d'inaptitude physique définitive. Il vous est donc proposé d'autoriser Madame la maire à signer la convention d'adhésion aux missions optionnelles, conseil et assistance chômage proposée aux collectivités et établissements affiliés au CDG 59. Y a-t-il des remarques? Allez-y. En tant que fonctionnaire, j'ai peut-être pas bien compris, mais M. Pras, il me réexpliquera si... Bon, bref, en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant que maire préventivement, cette question m'a interpellé. En effet, si les fonctionnaires ont officiellement un avantage, c'est qu'ils ne peuvent être licenciés et donc mis au chômage. Mais je me suis souvenu que les agents non titulaires n'avaient pas le régime fonctionnaire. Il fallait dans leur paie prévoir des cotisations particulières. Donc j'en ai conclu que la délibération qui nous était présentée visait cette catégorie de personnel. Vérification dans la convention et notamment dans l'article 11, j'ai compris que cette convention visait à aider la commune à la fois du point de vue administratif et juridique pour tout problème qui pourrait intervenir vis-à-vis du personnel non titulaire que vous employez. Ainsi, la tarification se fait en fonction du nombre de cas étudiés, comme M. Pras vient de le dire. En conséquence, si j'ai bien compris, il ne s'agit pas d'une convention par laquelle le centre de gestion aurait payé les allocations de chômage à des agents non titulaires, mais d'une assistance juridique. Dans ces conditions, j'approuverai cette délibération. Je pense que vous avez parfaitement compris l'objet de la délibération. C'est vraiment une assistance, conseil expertise. Et c'est pas la commune, en effet, qui va gérer ces prestations. Donc on se fait aider du CDG. Excusez-moi, vous parlez d'une personne en inaptitude. Oui. Un fonctionnaire qui est en inaptitude, il rentre pas dans ce cadre-là. Il y a des cas de licenciement qui sont... Un fonctionnaire. Oui, Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, ce sont des gens titulaires. Hein. Ah, titulaire. Ce sont des titulaires, hein. Oui, d'accord. Titulaires et pas des non titulaires. Hein. D'accord. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Questions? Parfait, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 3, création et suppression d'emplois permanents. Révision du tableau des effectifs 2025. Alors, je continue. Donc la délibération suivante est similaire à celle que nous avons prise
en juin 2023, puis en mars 2024, à savoir la mise à jour du tableau des effectifs. La délibération qui nous concerne aujourd'hui fait état de plusieurs mouvements. Au 1er avril, 2 suppressions de postes qui correspondent d'une part à un agent qui ne fait désormais plus partie des effectifs suite à une demande de mise en disponibilité qui a démarré en 2014, et d'autre part au départ d'un agent. Toujours au 1er avril, une suppression de poste à raccrocher à une création qui correspond à un avancement de grade. Et enfin, en date du 1er mai, des mouvements qui s'équilibrent en équivalent temps plein, 59 heures en suppression, 59 heures en création, et qui permettront de mettre en place une organisation différente des postes pour une meilleure adéquation entre les besoins de la collectivité et les emplois. Il vous est donc proposé d'approuver cette modification des effectifs. Y a-t-il des remarques ? Donc, si j'ai bien compris, il y en a un qui est parti et l'autre dont sa disponibilité est terminée. Ce que je regrette, c'est que c'était pas bien expliqué dans la délibération. Mais bref. Donc moi, j'ai rien terminé là-dessus, mais là j'ai compris. Donc par contre, si j'ai compris, il y a un agent qui est muté, et on supprime le poste. Qui n'ont d'ailleurs rien à voir entre eux. Et on en crée 3, un attaché territorial pour 28 heures, un poste d'adjoint administratif de 17h30 par semaine, et un poste d'éducatrice jeune enfant qui passe de 24 heures à 13h30. Ce qui revient pour ces 2 derniers postes à réduire le temps de travail au service de la population. Moi, ce qui me fait cliquer, bien évidemment, c'est qu'apparemment maintenant les services municipaux vont comprendre 3 attachés. Pour une commune qui n'a pas de sous, bref, on se demande si ce sera plutôt l'armée mexicaine ou s'il y aura plus de généraux que de petits soldats. J'ai pas l'impression, de ce que j'entends, mais on dira que les gens viennent me dire ce que j'ai envie d'entendre, que la population ne soit pas si satisfaite des services qui lui sont rendus par la population. En tout cas, le tableau des effectifs joint au BP 2025, page 145, n'est pas conforme à la délibération proposée, et pour toutes ces raisons, je voterai contre. Très bien. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Je le mets au vote. Donc, M. Foucard contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est contre? Abstention. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à M. Delval pour la modification du plus 3. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, la continuité de la modification, les prochaines modifications du plus 3. Donc, on a déjà eu une première délibération au mois d'octobre concernant nos demandes au niveau de la commune. Et donc, le processus est en cours. Il y a eu une concertation, les résultats de concertation avec une délibération prise le 28 février 2025 au Conseil de la métropole européenne de Lille, qui a tiré donc le bilan de cette concertation menée sur les propositions de modification de plan local d'urbanisme et décide d'engager maintenant une enquête publique portant sur l'ensemble des modifications retenues, qui sont listées à la suite de ce que je viens de vous dire, donc je vais la répéter quand même. Donc compléter l'emplacement réservé numéro 2 du Roger Salombo concernant les parcelles B629, B976 et B1802 avec la fonction parc espoir. Inscrire la parcelle A 2973 et 2975 de Jean Moulin dans la zone UEP s'agissant d'un équipement communal, des ateliers municipaux. La mise en place d'un emplacement réservé logement pour les parcelles A638, A632, A637, A636 rue Jean Jaurès. La réécriture de l'IPAP concernant la ferme de l'environnement afin d'exclure les bâtiments en ruine, ainsi que l'instruction d'un IBAN pour les bâtiments principaux. La réécriture de la fiche de l'IBAN BE06 concernant la ferme de la Pouillerie pour inclure la parcelle B1364 afin de la mettre en corrélation avec la classe du patrimoine. L'inscription d'un placement réservé pour le logement de la site de l'ancienne école à l'angle de la rue Jean Jaurès et Jean Moulin. Donc, effectivement, alors, vous n'avez pas peut-être même parlé de commission, M. Foucard, je l'ai mis dans le règlement,
dans le compte rendu que j'avais fait de la commission du 3 mars, qu'on n'avait pas eu les éléments pour parler en commission du fait qu'il fallait. On a reçu un mail avec 3 mois pour passer le vote. Délibérer sur. Donc, on a 3 mois. 3 mois pour délibérer, c'est-à-dire qu'on aurait dû avancer le conseil municipal du mois de juin pour le faire en temps même. Donc, on le fait aujourd'hui. Donc, l'avis du conseil municipal, donc, c'est fait en 3 parties. Donc, la présentation des modifications. La deuxième partie, c'est la consultation des communes intéressées dans le cadre de la procédure concernée, les modifications proposées. Et après, c'est l'avis du conseil, là-dedans, l'avis du conseil municipal, afin de mettre ces modifications et de les porter à la tête publique qui suivra. Je ne sais pas si vous avez des remarques à formuler. La première remarque, M. Delvin, c'est pas contre vous. Je viens tout de suite. Une remarque d'abord sur la forme. Vous nous avez indiqué, M. Delvin, à la fin de votre compte-rendu de la réunion de commission, que la MEL avait, entre guillemets, obligé les communes à se prononcer dans un délai de 3 mois sur cette délibération. Je suppose que c'est le délai légal. Je n'accepte pas, pour ceux qui me concernent, ce Pour nous, type. c'est pas une obligation. Hein. On n'était pas obligé de le passer. Hein. Si on ne passe pas la délai, ça veut dire qu'on est d'accord. On n'est pas la délibération, c'est un avis favorable. c'est qu'on approuve. Hein. Mais en tout cas, je trouve un peu cavalier de la part de la MEL de nous envoyer ce que moi j'appelle un diktat. Chacun sait que les réunions du conseil municipal du mois de mars sont consacrées au budget, et on a donc quand même un menu copieux, et donc ils auraient pu attendre un peu avant d'envoyer leur diktat, et pour qu'on puisse le passer au mois de juin prochain. Mais bon, maintenant sur le fond. Vous nous avez demandé d'approuver les demandes que vous vouliez présenter dans ce cadre par délibération du 14 octobre dernier. Comme je n'ai pas approuvé vos demandes, il est bien évident que je ne peux pas approuver la suite que la MEL y a réservée, c'est-à-dire qu'elle vous donne entière satisfaction, on s'en serait douté. Toutefois, quelques pages du document de la MEL, c'est bien d'avoir envoyé, m'interpellent. Concernant le point 1, l'ex-garage Peugeot rue Roger-Saint-Langros, j'ai été très étonné de lire, c'est ce que la MEL a écrit, que vous envisagiez, en plus des 5 classes Dublin, cours d'école, préau et sanitaire, cantine unique pour la commune et parking, un espace de jeu. On est donc heureux de découvrir que la MEL est plus au courant de vos intentions que nous, puisque la délibération d'octobre 2024 ne parlait que de parc et square, et nullement d'espace de jeu. Pas tout à fait la même chose à mon avis. Point 2, rue Jean Moulin, évolution du zonage. Ça, c'est pour les ateliers municipaux. Il est indiqué, page 8, afin de mieux prendre en compte l'usage actuel et futur de ce site. Il serait peut-être normal que le conseil municipal soit consulté sur l'usage futur du site, non? Point 3, rue Jean Jaurès, encadrement d'un projet de logement. Je trouve une malhonnêteté intellectuelle d'occulter dans le document de la MEL que la réserve s'étendrait sur la propriété de Mme Jankowska. D'autant plus qu'il est indiqué, page 14, inscription d'un emplacement réservé pour le logement sur le site de l'ancienne école rue Jean Jaurès, en oubliant la propriété privée voisine. Mais surtout, ce qui m'a estomaqué, c'est qu'on découvre une 7e demande. Il n'avait pas été évoqué dans la délibération d'octobre dernier. Il s'agit du point 4, rue Jean Jaurès, rue Jean Moulin, encadrement d'un projet de logement. Pourquoi demander l'avis du conseil municipal en octobre dernier si derrière vous rajoutez une demande qui ne lui a pas été présentée? À quoi servons-nous? Vous ne me ferez pas croire que du haut de ses hauteurs et de son promontoire, ce soit la MEL toute seule qui se soit inquiétée du site de la cantine, de l'école, de la maison des associations, et encore moins de la propriété privée 31 rue Jean Jaurès. Parce que là encore, mes chers collègues du conseil municipal, êtes-vous au courant que je suppose, sans avoir pris la tâche de cette malheureuse dame,
À côté, à droite de la cantine d'Antoine, la municipalité veut lui coller une réserve sur sa propriété. Et là encore, il me semble qu'il y a malhonnêteté intellectuelle quand je lis page 17. Inscription d'un emplacement réservé pour du logement sur le site de l'ancienne école à l'angle des rues Jean Jaurès et Jean Moulin, alors qu'une propriété privée y est également intégrée. Raison de plus de ne pas approuver vos méthodes et vos façons de faire. J'espère que la prochaine municipale viendra s'amuser à mettre des réserves sur vos propriétés, histoire de voir si vous en serez ravis. Donc je voterai contre cette délibération. Donc effectivement, pour le point 4, vous mettez en avant sur le logement près de l'habitation près de la cantine d'Antoine. C'est une modification qu'on a prise après la délibération d'après mon octobre. Il est temps encore de pouvoir la formuler à la même. Et vous l'avez ici dans cette délibération. Donc il n'y a pas de cachotterie. Cette pauvre madame que vous dites, et quand vous parlez aussi de l'habitation près de 69, je ne vais pas citer les noms, cette dame, enfin cette dame, ces enfants, les propriétaires de cette demeure, avaient été prévus avant le conseil municipal. Ça avait déjà été dit d'ailleurs dans un précédent conseil municipal. Donc, vous dire ce que vous voulez. Et surtout, juger ce que vous voulez juger. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. D'autres questions? Oui, Il n'y a pas il va pas. Je ne comprends pas où est le problème de faire une réserve sur un terrain. Puisqu'en fait, on ne met pas les gens dehors. C'est juste que si un jour la maison est vendue, voilà, ça pourrait éventuellement intéresser la commune. Donc je ne vois pas où est le problème. On peut même mettre des réserves. C'est pas l'objectif sur toute la commune. C'est vraiment pas l'objectif. Donc je comprends pas votre remarque et surtout de jouer sur le côté sentimental, le fait que c'est la pauvre dame, etc. C'est pas du tout l'objet. Donc ça, je vous avoue que c'est moi qui suis estomaqué. C'est parce que on veut aussi pouvoir bénéficier. On se projette dans l'avenir et on se dit que ça peut être intéressant peut-être d'avoir cette réserve. C'est vrai que je repense par exemple à l'école, dans la rue des Primeberg, il y a eu tout un lotissement, un petit lotissement qui s'est construit. S'il y avait eu une réserve à l'époque, on aurait pu à ce moment-là avoir une petite route par exemple qui aurait permis d'arriver dans les préfabriqués qui sont au bout de la rue. Et donc voilà, il faut qu'on se projette dans l'avenir et que voilà, c'est l'intérêt de la commune aussi de se dire que peut-être ça pourrait être intéressant à un moment. Peut-être ça ne le sera jamais finalement, mais voilà, l'idée n'est pas d'aller. Mais cette démarche, elle a été faite bien avant par M. Foucard. Hein. Quand il était maire, il ne se gênait pas non plus pour faire des réserves sur des maisons privées, sur des terrains. C'était des espaces boisés, oui, enfin, classés. Enfin voilà, ça faisait partie aussi de votre démarche. Aujourd'hui, il faut anticiper. On n'est pas là pour aujourd'hui à l'instant T. Il faut se projeter dans le futur. C'est ce que vous avez fait à une époque et c'est ce que nous faisons nous aujourd'hui. Vous souhaitez faire une réponse, M. Foucard? Je peux même dire, madame, que M. Foucard de son temps, il ne gênait pas pour faire des réserves. Il écrivait même que si les gens n'étaient pas d'accord, il entamerait une procédure d'expropriation. Et c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Ah oui, ça doit être pour le terrain pas loin d'ici. Ok, d'accord. Mais moi, m'en dis quoi? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère qu'un jour vous aurez une réserve sur votre terrain et vous verrez bien si vous pourrez faire une véranda pour faire une extension. Et si vous pourrez vendre votre maison ou si la maison ne sera pas, le prix ne sera pas diminué. Parce que de toute façon, quand il y a une réserve, vous ne pouvez plus rien en faire. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Bien. C'est le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme autorise à faire des travaux, même sur une partie de réserve qui était faite par la municipalité. Non. Et ça, j'en suis certain. Non. Il faut relire tes milliards. Les a mal lus ou pas?
le permis de construire, il peut être accordé dans la mesure où le projet est bien conforme à l'objet de la réserve. Donc si je veux faire une extension sur ma propriété sur laquelle il y a une réserve pour du logement, eh ben je suis désolé, je ne l'aurai pas. C'est fait exprès pour que les gens soient bloqués et n'aient pas d'autre solution que de proposer à la collectivité bénéficiaire de la réserve d'acheter sa propriété. Ça ne Point. leur fait pas perdre d'argent ni en gagner du reste. C'est vendu au prix du marché. Il faut le savoir. D'accord? C'est-à-dire que tu as une habitation, tu as un terrain, tu as tout ce que tu veux, il y a une réserve dessus, tu ne perds pas d'argent, tu ne gagnes pas d'argent, c'est vendu au prix du marché. Donc ce que tu disais, que tu ne peux rien en faire, qu'il perd de l'argent ici et là, c'est faux. J'affirme, c'est pire. Et puis ça veut donc dire qu'il ne faut pas faire de réserve, jamais faire de réserve, c'est pas intéressant d'en faire. La moindre des choses, c'est de demander de prévenir les propriétaires avant, il y en a quelques-uns avant. C'est ce qu'on a fait, hein. On l'a déjà dit. Ah ouais, la famille Bleuzy, la famille Rivelois. On avait longtemps. Pour ce qui est de la famille Jagoska, par exemple, on n'a pas eu besoin de le faire, tu y allais avant nous. Ah non, après. Non, après. Bien, on va passer au vote. Donc, contre, M. Foucard. Abstention. Valentin. Je vous remercie. Donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Deblos pour l'approbation du compte financier unique. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc comme de coutume au mois de mars de chaque année, donc des délibérations importantes concernant les finances et le budget. Donc la première de cette délibération concerne l'approbation du compte financier unique. Alors le compte financier unique, c'est nouveau, puisque sans doute vous en rappelez-vous, mais les autres années, nous avions deux documents à voter. Le compte de gestion qui a été émis par le comptable public et le compte administratif qui a été émis par l'ordinateur, donc pas la blabla. Et donc ces deux documents ont fusionné pour donner le CFU, compte financier unique 2024. Donc le compte financier, c'est le résultat de l'exécution de toutes les écritures comptables passées par la commune en 2024. Et ça me permet de vous faire d'évoquer avec vous ce qui s'est passé en 2024 au niveau des finances de la commune. Donc la municipalité, la majorité municipale, fidèle à la politique engagée dès 2020, mène une politique sérieuse en termes de finances de la commune, qui se traduit par une maîtrise des coûts de fonctionnement. Une maîtrise des coûts de fonctionnement, ça ne veut pas dire qu'on supprime des prestations, des services, c'est-à-dire qu'on optimise les coûts. Les prestations et les services rendus à la population sont restés, bien évidemment, et elles ont très souvent également même été confortées. Donc le résultat de l'exécution budgétaire de 2024, donc le résultat c'est tout simplement les dépenses moins les recettes, donc donne un excédent de 742 170 € 12. Ce qui démontre, de mon point de vue, le sérieux de la gestion des finances de la commune, contrairement à ce que vous prétendez, Monsieur Foucard, parce que vous persistez dans votre attitude qui consiste à faire peur aux gens, anxiogènes, mais ne vous en déplaise, les finances de la commune sont saines. Du temps de votre splendeur, si je puis dire, en 2013, le résultat c'était 173 446 €. Vous persistez à refuser de comprendre le financement du complexe scolaire, du groupe scolaire, avec vos élucubrations sur le hors-taxe TVA. Monsieur Foucard, non, il n'y a pas de sujet concernant le financement de ce groupe scolaire. Il est bouclé, il sera honoré et sans aucun problème. Pour vous donner un petit ordre d'idée,
Je vais vous citer un ratio qui peut être intéressant. C'est la capacité de désendettement d'une commune. Parce qu'évidemment, pour réaliser ce groupe scolaire, nous avons dû nous endetter. Donc la capacité de désendettement fait partie des indicateurs indiquant la santé financière d'une collectivité. C'est une mesure de la solvabilité financière de la collectivité. Alors comment on calcule cette capacité de désendettement? On divise le stock de la dette, le montant de la dette globale. On prend le montant de la dette globale et on le divise par l'épargne brute. Ça donne un encours, un ratio en nombre de jours et qui donne un état de la dette et donc de la capacité de désendettement de la commune. J'ai dit en jours, pardon, c'est en année. Plus ce chiffre est bas, mieux c'est. Plus il est élevé, et plus ça peut être ennuyeux. Donc, pour 2024, la capacité de désendettement de la commune de Plancoine s'élève à 2,99 années. Ça veut dire que si on consacrait tout notre résultat à rembourser la dette, il nous faudrait 2,99 années pour le faire. Savez-vous de combien était ce ratio en 2013, M. Foucard? Vous avez oublié? C'est la dernière, j'ai pris 2013 parce que c'est la dernière année pleine de votre mandat. Eh bien, il vous fallait 13,27 années. Sachez qu'à partir de 8, on commence à s'inquiéter. Et au-delà de 12, c'est vraiment très inquiétant. Donc, je vous suggère de nous épargner, de nous donner des leçons en termes de finances de la commune. Je le répète, ne vous en déplaise, la commune est bien gérée et les résultats, les chiffres le démontrent, tout le monde pourra le constater. Je vais maintenant vous faire une lecture du CFU 2024. Je vais vous faire cette lecture par chapitre, en commençant par le fonctionnement, donc la section de fonctionnement. Dans le budget, nous avons deux sections, fonctionnement et investissement, donc commencer par les dépenses de fonctionnement. Donc, réalisé en 2024, le 011, qui est les charges à caractère général, 487 970,24 €. Les charges de personnel, 1 366 903,97 €. Atténuation de produits, 93 295. Autres charges de gestion courante, 133 743,73. Charges financières, 76 842,83. Charges spécifiques, 3 446,78. Dotation aux amortissements et dépréciations, 1063,01. Ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement de 2 265 792,12 €. Les recettes de fonctionnement maintenant. 70 produits et services domaines des ventes diverses. 195 468,93 €. Impôts et taxes, 395 635,46. Imposition directe, 1 683 746,36. Dotation et participation, 629 193,68. Autres produits de gestion courante, 67 224,69. Produits financiers, 0,52. Reprise sur amortissement, dépréciation et provision, 151,59 €. Atténuation de charges, 21 930,24. Excédent de fonctionnement reporté, 137 990, ce qui donne un total de recettes de fonctionnement de 3 145 942,34. Pour la section d'investissement, maintenant, les dépenses d'investissement, emprunt et dette, 219 321,47. Immobilisation corporelle, 3 881,79. Immobilisation corporelle, 148 437,49. Programme éclairage public, 64 662,30. Acquisition bureautique, 4 596,97. Restructuration infrastructure scolaire, 3 225 246,11. Rénovation énergétique, Victor Hugo, 59 872.
Rénovation boulangerie, 39 703. Dépenses d'ordre, 112 392,75, qui donne un total dépenses d'investissement de 3 878 114,08. Les recettes à présent. Excédent d'investissement reporté, 651 291,62. Dotation, fonds divers et réserves, 621 413,36. Subvention d'investissement reçue, 40 473,20. Emprunt et dette assimilée, 1 200 500. Recettes d'ordre, 205 515,42, ce qui fait un total de 2 719 193,60. Alors, comme Madame la maire ne peut pas prendre part au vote, donc elle va quitter la salle, mais peut-être avant, avez-vous des remarques ou des questions? Ah, Monsieur Deblos, vous m'avez tendu la main. Madame la maire, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir envoyé des documents budgétaires suffisamment tôt pour que nous puissions nous les approprier au mieux. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que les comptes 2024 génèrent des remarques et des questions de ma part. Vous avez parlé, Monsieur Deblos, que les services ne sont pas réduits. Je rappelle quand même qu'il y a la suppression de l'école de danse classique, des cours de danse classique, le démantèlement de l'école de musique, la suppression des allocations scolaires, la diminution de la consistance du colis des aînés, la suppression des classes de découverte payées organisées par la commune, plus d'animation, plus de spectacles à l'église Antoine, etc., etc. Donc effectivement, vous pouvez expliquer la baisse des dépenses de fonctionnement. S'agissant des restes à réaliser, en commission, M. Deblos, vous avez développé les subventions versées. Pardon, monsieur Ricard, mais vous avez énoncé les moins, mais les plus, ça vous échappe complètement. Ben, vous allez me le dire. Ah non. Ah bon, voilà. Alors, donc il y a des choses négatives qui vous intéressent. Ben, votre but, c'est de faire croire à la population que la commune est mal gérée. Mais malheureusement, vous vous trompez, M. Foucault. Bon, ben, tant mieux. Bon, enfin bref. Donc, vous avez, en commission, vous avez développé les subventions versées et restant à percevoir pour l'école. J'ai certainement pas dû bien tout noter ou tout comprendre, parce que quand j'ai eu les comptes, je me suis rendu compte que les chiffres que vous aviez donnés ne correspondaient pas. Ce qui me chiffonne... C'est vrai, M. Foucault, les choses évoluent, c'est-à-dire qu'on a perçu, il y a une différence entre ce que vous annoncez en commission et ce qu'il y a dans le budget, parce qu'on a perçu depuis de nouvelles recettes. Les chiffres évoluent, M. Foucault, c'est comme ça. Ben, moi, j'ai pas trouvé enfin, dans le compte, dans les documents officiels, j'ai compris que vous aviez encaissé pour l'école 40 000 € de subvention sur 1 279 000. Je me suis amusé à compter ce que vous auriez pu recevoir de l'État ou du département. Vous auriez pu avoir 247 000 € et 475. On est loin des 40 000. Donc, vous auriez pu faire des demandes d'acompte depuis très longtemps. Je vais quand même couper, là, parce que quand on fait des demandes, vous nous mettez au tribunal pour pas percevoir les subventions qu'on nous donne. Alors là, ça commence aussi à devenir désagréable. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas eu les 247, qu'on aurait pu se battre, et quand on se bat, vous êtes derrière pour attaquer, M. Foucault. Ah, j'ai pas attaqué l'État et le département. Les premiers 500 000 € de la MEL. La MEL, c'est pas la MEL que vous attaquez sur la subvention de 500 000 €. Ah si, c'est la subvention de la MEL. Le fonds de concours de la MEL. Ah oui. Bon, bref. Monsieur Foucault, oui. Je me souviens très bien de cette commission. Vous m'avez fait la remarque concernant les subventions pour l'école, qu'il fallait en faire les demandes. Donc, merci, on le savait. Et vous aviez dit, de votre temps, comme vous le dites souvent, ça se passait, vous faisiez ça tous les mois, c'est ce que vous m'aviez dit. Les choses ont changé maintenant. Pour certaines subventions, il faut attendre la fin des travaux et le décompte général définitif pour percevoir ces subventions.
Donc ces subventions, on a eu des notifications de subventions, c'est des choses qui nous ont été, je vais dire, promises, hein, puisque c'est noté. Donc on les aura. Mais Monsieur Deblos, depuis que vous êtes là, je réclame les documents, donc il y en a que j'ai eu. Donc j'ai eu l'arrêté de subvention du préfet. Vous pouviez avoir 30% au démarrage des travaux du chantier et vous pouviez avoir des acomptes jusqu'à 80%. C'est-à-dire qu'à ce jour, vous pouviez avoir 475 000 € sur 593. Apparemment, au compte administratif, il n'y en a que 40. Au département, vous pouviez toucher 75% tout de suite au démarrage du chantier. 247 000 sur 330. Monsieur Foucard, c'était dans mon texte. Monsieur Foucard, dans les documents, les tracts que vous distribuez. Je ne parle pas des tracts, je parle du. Oui, mais moi je parle des tracts, Monsieur Foucard. Dans les tracts que vous distribuez, où vous prétendez qu'on va aller dans le mur financièrement, ce qui est complètement faux, vous nous promettez, vous donnez des leçons, là, on aurait pu avoir les fonds plus rapidement. Vous nous promettez 25% de subventions sur le projet scolaire, on en a eu plus de 40, Monsieur Foucard. S'il vous plaît, un peu d'humilité. Bien, je continue. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, je note une augmentation de 15% au compte achat de prestations de services. J'aimerais en connaître la raison. J'aimerais également connaître ce qu'on comptabilise au compte 61 358 autres. Au budget primitif 2024, vous aviez prévu 4 000 € pour l'entretien des terrains. Or, ce compte n'apparaît plus au compte, ce que moi j'appelle encore fonds administratif, alors qu'il n'était pas impacté par l'ADN qu'on a voté au mois de décembre. Donc je me pose la question comment un compte peut disparaître sans délibération. Il réapparaît au budget 2025 où vous mettez 4 000 €, ce qui me semble faible, mais j'aimerais donc savoir qui entretient les terrains. Comme j'aimerais savoir comment sont nettoyés les bâtiments scolaires et par qui. Par contre, j'ai failli m'étrangler quand j'ai vu apparaître en plus des indemnités versées aux élus, un compte 65 316. Moi, j'ai tout étudié. Avec une dépense de 11 000 d'euros au titre de frais de représentation du maire. Certes, ensuite annulé. Il y a 11 000 et il y a marqué annulation, donc ça fait 0. Mais je voudrais bien savoir pourquoi on a fait des mandats pour 11 000 le frais de représentation du maire en plus des indemnités. J'ai également été étonné de constater dans l'état des indemnités que l'on a eues que celles de Madame la maire, à la fois comme maire et comme conseiller du métropolitain, ont été augmentées de 1,3, mais pas celles des adjoints et des conseillers délégués. C'est pas logiquement, c'est tout le monde pareil, mais bon. Par contre, il y a les comptes 2024 vont apparaître 50 € pour compte 65,83 intérêts moratoires et pénalités sur marché. Donc ce sont des dépenses. Vous prévoyez 100 € en 2025. Si ce sont des dépenses, je considère que ça veut dire que la commune a dû payer des indemnités pour retard de paiement de facture. On ne fait pas beaucoup, c'est 50 €. Mais, Monsieur Deblos, je me souviens que lors d'une récente réunion du conseil municipal, vous avez indiqué que certaines entreprises avaient du retard pour le chantier de l'école, et là, on aurait pu avoir des recettes en dédommagement, en intérêt, machin. Mais je n'ai rien trouvé en recettes à ce niveau-là, et donc, je ne sais pas qui sont les entreprises qui ont réclamé des indemnités pour le retard, mais je trouve quand même, si c'est les mêmes qui ont retardé dans le chantier, je trouve quand même que c'est un peu fort de vinaigre de leur part. En ce qui concerne la recette d'investissement, je n'ai pas trouvé la ligne de trésorerie de 450 000 €. En commission, vous aviez dit que la commune avait perçu 400 000 € au titre du FCTVA. Moi, je ne l'envoie que 21 000 sur les comptes de 2024. Je vais passer sur les dépenses d'investissement. Il y a 148 000 € qui ont été dépensés en acquisition de toutes sortes, sans que le conseil municipal ait été invité à donner son accord. Par exemple, là, au mois de décembre, c'est parce que j'ai posé la question pour le camion Fiat que vous m'avez donné des explications, mais je sais que je vais répéter la même chose, ça ne sert à rien, et je le répéterai toute ma vie.
Si Madame la maire a reçu délégation pour engager des dépenses, elle doit rendre compte au conseil municipal. Et donc la moindre des choses, en parlant de choses en venant jusqu'ici, j'ai vu qu'il y avait un échafaudage au bureau de poste. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est. Donc, c'est vous qui avez quand même demandé quand est-ce qu'on allait faire les travaux. Vous vous étiez renseigné. Ah, moi, c'était une gouttière qui m'avait arrosé. C'était la gouttière qui m'avait arrosé quand je suis sorti du bureau de poste. Vous êtes idiot ou quoi? Oui, mais... Vous nous avez posé la question au dernier conseil municipal. Vous savez, il y a des problèmes à la mais poste. comment c'est-il que le conseil municipal n'a pas été mis au courant? Vous êtes obligé, logiquement, de vous mettre au courant. Écoutez, monsieur Foucard. Mais bon. Vous êtes déjà à 9 minutes 15. À la mail, c'est 5 minutes la parole. Ah bon, ben ouais, mais bon. Donc, 10 minutes, nous devrions savoir, moi je voudrais bien savoir, qui est-ce qui a le marché d'éclairage public, qui a eu le chantier de l'école Victor Hugo. Vous ne venez pas en commission, monsieur Foucard? Hein? Vous ne venez pas en commission? En commission, on n'avait pas ça. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez en poser, il y a bien des questions diverses. Vous parlez de l'éclairage, monsieur Viplier peut vous répondre à ce moment-là. On a l'impression que voilà, là, les commissions ne servent à rien dans ce cas-là. J'en ai encore pour deux minutes. Je reviens au complexe sportif. Je répète ce que j'ai déjà dit 2 ou 3 fois. Je ne comprends pas comment vous pouvez escompter avoir un fonds de concours jamais si vous ne délibérez pas qu'il n'y a pas pour approuver la convention. Mais bon, si vous avez l'argent quand même, tant mieux pour vous. Bon, en tout cas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Deblos, mais ça ne l'étonnera pas. Je ne comprends pas, il y a une délibération qui passe tout à l'heure. Les enseignants avaient demandé au mois de juin 2024 de passer la délibération pour les classes de découverte de 2025 le plus tôt possible. Ça n'a pas été possible de la passer avant. Peut-être des choses que je n'ai pas trop compris. Ensuite, on va arrêter là, je pense. Non, j'en ai encore pour 2 secondes. Non, vos 2 secondes, c'est de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Alors, dépêchez-vous parce que je vous fais arrêter. Hein. Le 9 décembre dernier, je me suis étonné qu'une décision de Madame la maire, numéro 41, appelée ajustement de crédit pour l'opération 926, alors qu'il en avait également fait mention dans la délibération budgétaire modificative. Lors de notre entretien de ce 6 mars, vous m'avez indiqué, après réflexion, qu'il s'agissait d'un doublon. Je rappelle ce que je vous ai dit ce jour-là. J'ai été fonctionnaire toute ma vie. Donc s'il y a 2 documents qui disent qu'il y a des virements de crédit, pour moi, les 2 virements de crédit doivent se faire. Sinon, il faut annuler un des 2 documents. C'est les lois de la fonction publique. Donc en tout cas, bien évidemment, je ne peux pas cautionner votre compte financier unique, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur un article qui n'a plus été suivi depuis très longtemps, même dans le mandat dernier, l'article 2241.1 qui dit qu'il faut joindre un bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune ou par toute autorité publique et privée agissant par convention avec la commune. C'est ce que je faisais de mon temps. Ça fait plus de 10 ans. Votre temps, monsieur Foucard. Oui, mais appliquez la loi. On n'est plus de votre temps. Oui, mais c'est la loi. C'est la loi. Le monde avance. C'est la on loi. évolue, heureusement d'ailleurs qu'on fonctionne. Je voudrais prendre la parole, madame la maire, s'il vous plaît. Il y a un micro là. Je ne sais pas si. Moi, monsieur Foucard. Vous avez terminé? Oui. 12 minutes 15. Hein. Je vous laisse avec vos questions, monsieur Foucard. Moi, j'ai quelque chose à dire, monsieur Foucard. Vous posez beaucoup de questions. Monsieur Foucard, vous nous donnez des leçons parce qu'on n'est pas capable de se débrouiller pour toucher nos subventions. Mais sachez que nous, on est honnête, monsieur Foucard. Souvenez-vous, en 2013, vous attendiez des subventions. Vous avez pleuré d'une certaine administration en disant « je vais mettre la clé sous la porte, au secours, au secours ». Je ne peux pas avoir de subvention parce que je n'ai pas fait 80% des travaux. Mais par contre, si vous me demandez de faire un faux, je le ferai. C'est vous qui l'avez écrit. C'est quoi? Si vous me demandez de faire un faux, je le ferai. Un quoi? Un faux, en écriture. J'ai écrit ça, moi. Oui, et j'ai la trace. Je peux vous la montrer. Alors, monsieur Gantier, ce n'était pas des subventions. C'était qui devaient être accordées. C'était des subventions qui avaient été accordées, pour lesquelles on avait demandé le versement
Sauf que à l'époque, le département n'avait pas de sous, et donc il avait des difficultés à sortir les sous. Et comme il y avait une église, une cantine, une mairie, une salle de sport et une médiathèque en route, ça faisait beaucoup. Et donc effectivement, ce que j'ai demandé, c'est si on pouvait accélérer le versement des acomptes. Et je vous ai même dit un jour en commission, Monsieur Deblos, pourquoi, c'est ce que moi j'ai fait à l'époque, demander à la MEL qu'elle verse la totalité de ce qui lui restait à percevoir dans dotation de solidarité communautaire. Point. Mais je n'ai pas été pleuré pour avoir des subventions, je les avais obtenues, j'ai simplement pleuré pour que ça tombe tout de suite. Vous vous souvenez que vous avez dit, si vous me demandez de faire un faux, demandez-moi de faire un faux. Bon, ça m'étonnerait. Bah, je vais vous ramener l'écrit. D'accord. Et je pourrais le montrer. Je l'ai vu aussi. Et tu l'as vu aussi. Alors, ne pas donner de sang aux autres, s'il vous plaît, d'accord? Bon, D'autres questions, d'autres remarques? Je vais demander donc à Madame la maire de nous quitter momentanément avant de procéder au vote du CFU. Donc pour le CFU, qui vote contre? Monsieur Foucard. Qui s'abstient? Monsieur Dutoit. Je vous remercie. On va faire revenir Madame la maire. Bien. Donc nous allons passer à la délibération suivante, l'affectation des résultats de l'exercice 2024. Oui, donc en préambule au CFU, je vous ai dit que la section de fonctionnement, enfin pas en préambule d'ailleurs, au cours de l'évocation du CFU, que la section de fonctionnement avait dégagé un excédent de 742 170,12 €. Donc là, il s'agit de vous demander de basculer la totalité, l'intégralité de cet excédent dans la section d'investissement. Bien, dites des questions, des remarques, oui, allez-y. Monsieur Deblos, vous avez dit en commission que l'excédent de 421, vous avez parlé de 421 000 €. Alors les 421 000 €, c'est effectivement ce qui reste après les recettes, les dépenses faites en fonctionnement, investissement, les restes à réaliser, etc. Donc il y a effectivement les 742 000 €, la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Mais je voudrais bien savoir, parce que je ne les ai pas retrouvés, les 421 000 €, donc c'est ce qui s'appelle résultat cumulé, où est-ce qu'on les retrouve au budget primitif 2025? Logiquement, ils vont venir à point. Bon, on peut en discuter quand vous parlez du budget. Hein. En tout cas, comme j'ai pas voté le reste, je voterai contre la délibération. D'autres remarques? Je mets au vote. Qui est contre? Monsieur Foucard. Qui s'abstient? 21. Je vous remercie. Donc oui, on va passer à la délibération numéro 7, le vote des taux de taxes, des taxes locales 2025. On entend. Donc, le vote des taux des taxes locales 2025, donc, il vous est proposé de ne pas modifier ces taux, donc de ne pas augmenter la fiscalité de la commune en 2025.
comme nous l'avons fait déjà depuis 2023. Donc, ça va faire le 3e exercice sans augmentation des impôts, ce qui, de mon point de vue, prouve déjà la gestion saine de la commune, une fois de plus, s'il fallait le prouver encore, et qui est une performance assez remarquable. Regardez autour de vous, questionnez, si vous connaissez des gens dans les communes alentours. Je doute fort que beaucoup de communes aient fait comme nous, ne pas augmenter les taxes depuis 3 ans. Donc je vous propose de reconduire les taxes de la même manière qu'elles l'étaient en 2025. Et comme on l'a partagé, vous en conviendrez, M. Foucard, en commission il y a 15 jours. Vous ne proposez pas d'augmenter le taux, ce qui paraît normal. Il faudrait être fou pour augmenter les taux des impôts à 1 an des élections municipales. Oui, mais ça fait 3 ans qu'on fait ça, M. Foucard, donc votre argument ne tient pas. D'accord. Cela dit, le montant total de la feuille d'impôt va quand même augmenter cette année, puisque la loi de finances de l'État augmente les bases de 1,7%, mais je le reconnais, ce ne sera pas de votre fait. Finissez par le vote, M. Foucard, continuez. Le reste ne va peut-être pas vous plaire. Quoi qu'il en soit, depuis votre arrivée, le produit, je dis bien le produit des impôts est passé de 1 213 000 en 2019 à 1 653 000 en 2025, soit une augmentation de 36,26%. Vous me direz qu'il y a l'augmentation des bases où il y a plein de gens qui sont venus habiter sur la commune. En tout cas, à titre personnel, l'augmentation de taxes foncières payées entre 2019 et 2024 est de 27,60%. Je paye de ma feuille d'impôt à moi. J'ai d'ailleurs lu dans la presse en octobre dernier que notre taux de taxes foncières était parmi les plus élevés du secteur sud-ouest de la métropole. Mais il est vrai qu'à défaut d'une taxe professionnelle gigantesque comme à Noyelles, la commune n'a pas d'autre choix que de solliciter ses contribuables. Quoi qu'il en soit... Il n'y a pas que les taux, M. Foucard, il y a des bases aussi qui sont très basses. Donc des taux élevés sur une base très basse, ça fait pas... La commune n'est pas... Les citoyens contribuables de notre commune ne sont pas étranglés par les impôts. Alors, M. Deblos, écoutez bien ce que je vais dire, quoi qu'il en soit... J'écoute toujours bien ce que vous dites, M. Je voterai pour cette délibération, puisqu'elle ne prévoit pas d'augmentation des taux d'imposition. Cependant, l'année dernière, vous m'avez rappelé que les taux avaient augmenté pendant ma mandature, soit 19 années. Oui, certes, je le reconnais, mais Madame la maire, il me semble me souvenir que vous siégiez parmi la majorité de l'époque. Vous répétez, monsieur. Et oui, mais il faut de temps en temps rappeler. Et que vous avez toujours approuvé les augmentations des taux qui vous étaient proposés. En tout cas, voici le fruit. Voici le fruit de tout ce qui a été fait pendant mes 19 années. Pour ma part, je ne pense pas avoir démérité, mais vu que vous me l'avez claqué l'année dernière, je vous le renvoie aujourd'hui. Je ne mérite pas non plus. C'était tellement bien, M. Foucard, je vous l'ai dit récemment, que les électeurs vous ont tourné le dos en 2014, puis une deuxième fois en 2020. On verra en 2026. Mais on verra, M. Foucard, mais peu importe. Donc, sauf que si nous étions battus, ce qui peut arriver, moi je n'aurais pas le même comportement que vous. Je rentrerai chez moi gentiment et je reconnaîtrai que c'est la démocratie. Les gens ne veulent plus de moi. Je parle de moi, Monsieur Deblos, je ne parle pas de la majorité municipale. Les gens ne veulent plus de moi, qu'à cela ne tienne, j'en voudra personne. Je rentre tranquillement chez moi et c'est la loi, c'est la démocratie. Monsieur Foucard. bien. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Non. Donc, qui est contre? C'est merveilleux. Pas d'abstention. Je vous remercie. On va passer maintenant à la délibération concernant la subvention aux associations. Ouais, donc, toujours la même époque, les subventions aux associations. Donc, les associations nous ont donné un dossier pour le demande de subvention. Hein, donc, certaines ont répondu, enfin, la plupart ont répondu, certaines n'ont pas répondu. Donc, on a eu une commission de 3 mars pour
destiné à ces subventions de répondre aux subventions demandées par chaque association, bien sûr, dans le raisonnable. Je peux dire que d'ailleurs les demandes étaient raisonnables par rapport à ce que nous voulons faire derrière et ce qu'on a proposé en commission. Donc visiblement, il n'y a pas de grand changement dans les montants attribués et proposés ce soir au conseil municipal. Il n'y en a pas pour une qui avait demandé moins. Il n'y avait pas un besoin par rapport à les années précédentes. Donc, je vous propose, je vais lire quand même les montants donnés à chaque association. Donc, à Avenir 50 €, APEH 100 €, Atelier Peinture 300, Charlie Paris 550, Donneur de 100, 450, Entente 90 1350, GVHA 1500 €, Hirondelle 500, Histoire d'elle 200, les artistes peintres 400, Luciole 100, Perlotte d'Asie 100, Pleine Attitude 100, au sujet de Pleine Attitude, c'est une nouvelle association. TCHA 1800 et USHA 4000, sur un total de 11 500 € dans l'enveloppe qui a été visible. Je ne sais pas si vous avez des remarques là-dessus. Monsieur Delval, en réunion de commission, vous avez bien exposé la situation de chaque association et nous étions d'accord sur le montant qui était proposé, sauf pour ma part concernant la société Colombo-Hirondelle. J'aurais donc approuvé votre délibération, mais comme toujours, il y a des choses que je ne comprends plus rien. Vous allez me répondre, c'est pas dans la délibération, mais en commission, on a parlé de la subvention à Calen, c'est-à-dire le Tour de France 1924 qui est l'année dernière. J'ai tout entendu depuis 15 jours. Il y a 150 € qui ont été décidés par délibération au mois de juin 2024. Ce n'est pas dans les comptes 2024, donc elle n'a pas été payée. Donc je ne comprends pas pourquoi une subvention de 250 € n'a pas pu être payée. Je veux bien admettre qu'on ne peut pas la mettre dans la délibération d'aujourd'hui, puisque c'était une délibération de l'année dernière. Mais j'ai un peu de mal à comprendre parce que j'ai tout entendu. Il y a aussi la sonorisation du gala de danse où là j'ai tout entendu. Il y a quelqu'un qui a fait la sonorisation l'année dernière, il y a quelqu'un qui devra le faire cette année aussi pour le gala de danse 2025. Vous m'avez dit en commission que la personne en question n'avait pas envoyé sa facture. Je vous ai répondu, s'il y a facture, il y a prestation de service, donc c'est pas une subvention. On n'en parle plus, nulle part, ni dans le compte administratif, ni dans le budget 2025. Est-ce que ça veut dire que vous êtes rendu à mon avis que ce sera payé dans les prestations de service et pas en subvention? Mais donc, comme j'y comprenais plus rien, je me suis posé la question et je préfère m'abstenir sur cette délibération. Pour ces deux inconnus que je n'arrive pas à comprendre. Il y a une autre question, parce que vous ne parlez pas non plus de la Mayotte, qui fait partie qui a été prise par une délibération de 2025. Donc, pour Crédit Caland, ça a été une délibération de 2024, qui n'a pas été réglée en 2024, qui sera réglée en 2025. Et après, oui, vous avez tout entendu, vous n'avez rien compris, je suis désolé pour vous. Mais y a-t-il d'autres remarques? Non, je mets au vote. Donc, qui est contre? Donc, qui s'abstient? Parfait, je vous remercie. Nous allons passer à la délibération suivante qui concerne la fongibilité des crédits. Il n'y a pas une subvention au cas? Ah oui, la subvention pour le CCAS, excuse-moi. Ah, oui. Bonsoir à tous. Donc, les subventions pour le CCAS. Il convient de fixer le montant de la subvention à allouer pour le fonctionnement du CCAS de Langwan pour 2025. Il est proposé de maintenir la subvention communale de 20 000 € à l'identique des années précédentes. Avez-vous des remarques? Je voterai pour,
Sauf que, Madame Mazurel, vous allez m'étrangler, je le sais. Subvention pour le CCAS, sans S, ce sera encore mieux. Ça veut dire qu'il y en aurait plusieurs. Tant mieux pour vous, pour le CCAS. Mais sur le titre. Vous reprochez le S à subvention. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit déjà. Oui. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas ça veut dire qu'il y en aurait plusieurs. Je veux bien. Elles sont toutes regroupées, en tout cas le fond. Le montant de 20 000 euros. Je me doutais que vous aviez quelque chose à dire. Je ne sais pas si je vous étranglerai pas maintenant, peut-être tout à l'heure. Bon. On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la fongibilité des crédits. Bien, oui, donc la fongibilité des crédits, c'est un mécanisme qui permet de pouvoir procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur d'une même section, à hauteur de 7,5%. Donc ça nous permet de transférer des crédits d'un chapitre à un autre sans avoir à passer par le DM en conseil municipal, une décision modificative. Des questions? Comme d'une manière générale, nous sommes au courant de rien en ce qui concerne la gestion de la commune. Pour ma part, je vote contre. Très bien. D'autres remarques? Parfait, je mets au vote. Donc contre, M. Foucard et M. Valentin. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 11, le budget primitif 2025. Donc le budget primitif 2025, donc c'est un document prévisionnel, contrairement à tout à l'heure au CFU qui est un document de réalisation. Donc là c'est un prévisionnel. Le budget doit être équilibré, donc je vais vous faire lecture du budget prévisionnel pour 2025. On commence par la section de fonctionnement. Donc 011, charge à caractère général 725 578, charge de personnel 1 715 050, atténuation de produits 93 309, autres charges de gestion courante 147 838, charges financières 115 096 87, charges spécifiques 2000, dotation aux amortissements aux dépréciations 1000, dépenses d'ordre 356 409,44, ce qui nous fait un total de dépenses de fonctionnement prévisionnel pour 2025 de 3 156 281,31. Les recettes 70, produits des services, domaines et ventes diverses 190 300. Impôts et taxes 380 374. Imposition directe 1 717 772. Dotation et participation 562 119,89. Autres produits de gestion courante 61 000. Atténuation de charges 20 000. Excédent de fonctionnement reporté 137 990. Recettes d'ordre 86 735,32, ce qui nous fait un total en recettes de 3 156 280,31 égale aux dépenses évidemment puisque ça doit être équilibré. Pour ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses donc considérées comme dépenses de déficit d'investissement reporté de 1 158 920,48, emprunt et dette assimilée 232 000, immobilisation incorporelle 14 000, immobilisation corporelle 652 028,31, programme éclairage public 127 000, acquisition bureautique 7 000, restructuration infrastructure scolaire 279 338,88, dépenses d'ordre 712 614,62, donc ce qui fait un total de dépenses d'investissement de 3 182 902,29. Les recettes, c'est maintenant 1 100 746,24, emprunt et dette 400 000,
en était, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit. Je me suis trompé, pardon, sur les dépenses d'investissement. Donc ça nous faisait un total donc ça, de 3 301 902,72. J'avais oublié le report, le RR 2024. Donc pour les recettes d'investissement, 2 483 034,98 plus 818 867,74, ce qui nous fait un total également de 3 301 902,72. Bien. Des questions? Allez-y. Première remarque, à la première page, dans les premières pages, j'ai marqué population totale de la commune, 3324, les chiffres de l'INSEE, c'est 3346. J'ai redit ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé les 421 000 de résultats cumulés. Donc logiquement, ils reviendront après dans le courant. Mais bref, je vais un peu épiloguer. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, alors j'entends déjà votre réponse, monsieur Deblos, c'est que ce sont des prévisions. Mais en tout cas, les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 39,3% entre 2025 et 2024. Pardon, je ne vous ai pas bien entendu. Elles augmentent de 39,3%. Selon mes comptes. L'entretien des bâtiments est multiplié par 8, entre autres. Le crédit fêtes et cérémonies est presque doublé. Alors vous savez qu'il y a quelque chose que je n'ai pas digéré, donc crédit étant 36 000 €, j'espère que cette année vous pourrez aller déposer une gerbe au monument aux morts le 14 juillet. Vous le ferez, monsieur Foucard, on va ça. Oui, mais ce serait quand même mieux que ce soit vous, mais bon. En tout cas, j'en profite pour rappeler qu'il serait bon, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était Madame Voyer, en réunion de commission, si mes souvenirs sont bons, de remettre un coup de peinture au monument aux morts, c'est peut-être prévu, si vous voulez une commémoration, une grande commémoration pour le 80e anniversaire. Il y a un crédit de 7 000 € au compte 6245, transport de personnes extérieures. Donc j'ai regardé ce que c'était. La comptabilité M57 qui enregistre notamment les frais de transport des personnes prises en charge par l'entité dans le cadre de ses missions. Donc j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. La page 150 du budget parle des organismes de regroupement auxquels la commune adhère. Sigon du Grand Sud, syndicat de la Fourrière pour animaux errants, office de tourisme de Seclin, mais il va être métropolisé, les réseaux des médiathèques. Donc apparemment il n'y a plus le syndicat de la Naviette, donc il y aura un épisode, je voudrais bien savoir pourquoi. Et ce serait bien que, enfin il est un peu tard pour la 6e année, c'est que vous nous racontiez ce qui se passe au sein de ces structures, d'autant plus que j'ai trouvé un article du Code qui dit que logiquement vous êtes censé nous en rendre compte tous les 2 ans, mais bon, bref. Le chapitre charge à caractère général augmente de 49%. Et quant aux dépenses de personnel, ils augmentent de 25%. Donc, peut-être allez-vous augmenter le personnel, tant mieux pour lui. Ou peut-être que vous allez effectivement apprendre des attachés, enfin bref. En 2024, 70 000 et des brouettes d'euros ont été dépensés pour les indemnités des élus. Pour 2025, vous prévoyez 75 000, alors que M. Lefebvre a démissionné et que, à ce que j'ai compris, ne sera pas remplacé. Donc, peut-être que ce crédit aurait pu être réduit. J'en arrive à un article 65.811, droit d'utilisation informatique en nuage. En 2023, c'était 111 €, en 2024, c'était 6 664. Vous avez passé tous les articles en revue, monsieur Foucault? Non. Et en 2025, vous prévoyez 9 500 €.
Bon, je suppose que c'est pour la ville Internet, pour le label ville Internet. Enfin, je me permets de signaler que je suis tombé dessus aussi. Sur le site Internet, il y a encore marqué qu'on était une police mutualisée avec Centre. En ce qui concerne les recettes d'investissement, je ne vais pas revenir sur les subventions et les RSArisés. Et par contre, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Parce que je n'étais pas, là, à la cérémonie des vœux, mais j'ai lu ce que la presse en a dit. Madame la maire avait dit, avec un budget restreint cette année, la commune ne pourra pas effectuer tous les investissements prévus. Monsieur Deblos, en commission, nous dit on ne pourra pas faire grand-chose, on pourra faire que la rénovation, la poursuite de la rénovation de l'éclairage public et le remplacement d'un véhicule. Et puis là, je trouve 153 000 € pour les bâtiments scolaires, lesquels et pourquoi faire, 158 300 € pour les bâtiments publics, si c'est pour l'église, je suis tout à fait d'accord, l'église d'Angoine, 158 000 et des brouettes d'euros pour autres installations de matériel et outillage technique. Peut-être c'est pour les caméras de vidéoprotection, puisque le 6 mars dernier, on a entendu le commandant de police de Lille qui disait que ces caméras étaient tout à fait efficaces pour la recherche de délinquants, contrairement à ce que M. Gantier... Non, c'est faux ce que vous dites. Ah si, j'étais présent. Non, il a dit que les caméras étaient efficaces tout autant que citoyens vigilants, M. Foucault. Il faut préciser. Il ne faut pas aller que dans votre sens. Enfin bref. Alors, 156 000 € pour du matériel de bureau et de mobilier scolaire. Bref, c'est Byzance, tant mieux. En plus, il y a de 127 000 € pour l'éclairage public. Il y a 327 000 € en plus pour terminer le chantier de l'école. Bon, tout ça, ça serait bien que le conseil municipal soit un peu consulté. J'en arrive à l'état de la dette, et ce sera mon dernier commentaire, vu que vous parliez de montant. Donc en 2014, après les chantiers menés au niveau de l'église d'Angoine, de l'extension de la mairie, de la médiathèque, de la salle des sports ou de l'enterrement de lignes électriques et téléphoniques dans certains quartiers, le capital restant dû s'élevait à 1 704 000 pour une annuité de 220 000 €. Au budget 2025, le capital restant dû s'élève à 2 890 000 € pour une annuité de 307 000 €. Multiplié par 1,7 par rapport à celle que j'avais laissée lorsque j'ai quitté la mairie en 2014. Sauf que ces chiffres ne prennent pas en compte le crédit relais de 400 000 € qui arrive au budget 2025, ni le trésorerie de 450 000 €. La trésorerie de 450 000 €. La ligne de trésorerie. Elle n'a jamais été de 450 000 € aussi. Ah, mais vous l'avez mis une fois. En conseil municipal, si mes souvenirs sont bons. Bon, enfin, Monsieur Foucault, vous comprenez ce qu'on prévoit et ce qui est réalisé. C'est un peu comme le budget. Peut-être je vous ai dit qu'on aurait besoin de 450 000 €, mais... Ah non, vous m'avez dit qu'elle a été signée pour contractualisée pour 450 000 €. On a eu besoin de 300 000 € et ils ont été remboursés depuis. Ben, faudra m'expliquer où est-ce qu'ils sont dans les comptes 2024 ou 2025. Monsieur Foucault, une ligne de trésorerie n'apparaît pas au budget. C'est sur le compte 515 de la trésorerie. Je suis surpris que vous, qui avez été 19 ans maire, vous ignorez ça. Ben, j'ai pas fait ligne de trésorerie. Donc et en plus, ça a été dit en commission. Une ligne de trésorerie, ça n'apparaît pas au budget. Enfin bref. Donc en tout cas, si mes comptes sont bons, le capital restant dû en 2026 sera de 3 500 000 €, ce qui veut dire que vous aurez multiplié par la dette par 4,39. Monsieur Foucault, j'ai bientôt fini. Mais après vous, ce qui revient à dire, pour schématiser, qu'en 2020, chaque habitant de la commune portait sur ses épaules une dette de 230 €. Et en 2026, il en portera 1049 €. Le poids de la dette supporté par chaque habitant aura donc été multiplié par 4,6. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne sais pas votre budget comme d'habitude. Monsieur Foucault, je suis surpris que vous reveniez à la charge sur la dette. Je vous rappelle, je vous le redis, j'ai dit tout à l'heure, mais manifestement vous ne comprenez pas bien, il nous faut actuellement 2 ans, allez 3 ans je l'arrondis, pour rembourser notre dette. De votre temps, comme vous dites, en 2013, il vous fallait 13,27 ans.
c'est bien au-delà des seuils d'alerte. Donc, Monsieur Foucard, s'il vous plaît, encore une fois, un peu d'humilité et pas de leçons. Bien. Attends. Oui. Oui, je vais parler. Oui. Oui, moi j'ai une question simplement sur les dépenses au niveau de. Alors, par contre, c'est la page 91 dans les annexes. Sur tout ce qui est police, sécurité, justice, on a une dépense de 8 690 €. Je voulais savoir à quoi ça correspond. Et je voulais savoir donc aussi, en plus de ce que M. Gantier disait il y a 5 minutes, si il était question éventuellement d'aborder le sujet des caméras de sécurité dans la commune, vu qu'on a un budget qui est apparemment plutôt sain. Donc on pourrait voir pour entamer au moins le débat sur ces caméras de vidéoprotection qui au final, après confirmation suite à nos nombreux débats, se confirme comme quoi ça aide considérablement à améliorer les investigations pour la police nationale. On va peut-être pas débattre de ça. Non, mais alors au moins sur voilà, la page 91 pour savoir à quoi ça Alors, ces dépenses. oui. Merci. J'ai pas le détail. Je voudrais répondre à monsieur. Alors, c'est achat non stocké de matières et de fournitures, c'est 1 800 €. Entretien, réparation, c'est 6 000 €. Et alors, impôts et taxes et versements, c'est 890 €. 190. En fait, il s'agit de la représentation par fonction du budget sur la fonction sécurité. Donc c'est comme un découpage analytique du budget par fonction. Donc les dépenses que vous évoquez concernent toutes les dépenses qui entourent la police municipale. D'accord, donc c'est pas encore, enfin, c'est pour la police municipale, mais c'est pas attribué précisément à une fonction précise. C'est ça? En fait, la police municipale représente dans la M57 la fonction sécurité. Donc toutes les dépenses qui sont liées, que ce soit l'équipement, les fournitures ou même encore la part d'entretien du bâtiment, se retrouvent dans cette fonction. Ok, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Avant de mettre au vote, simplement, moi je voudrais revenir sur un tout petit sujet. Depuis tout à l'heure, enfin vous nous avez à nouveau interpellé sur le site internet qui n'était pas réactualisé, qui n'était pas à jour, qu'il manquait. Vous êtes un élu, Monsieur Foucard. En tant qu'élu, vous avez la possibilité d'envoyer un mail aux élus et aux personnes qui gèrent le site, plutôt que de faire des remarques à chaque fois désobligeantes et remettre ça au conseil municipal où ça n'a pas lieu d'être. En tant qu'élu, vous pourriez le faire. Vous savez écrire, je pense, que ça ne pose pas de problème de votre côté. Quand on fait des remarques sur les délibérations au conseil municipal, vous ne les rectifiez pas, donc peut-être pas la peine de terminer. D'accord. Bien. Donc on met au vote. Qui est contre? Oui. Qui s'abstient? C'est quoi, Valentin? D'accord. Abstient, Valentin. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Mazurel pour la délibération numéro 12, week-end en famille. Hein? C'est pas ça? Madame Mazurel? Oui. Pourquoi vous n'avez ça Ah, c'est entendu? week-end en famille, c'est Madame Mazurel? C'est le RPE. Mais on en a parlé, oui, parce qu'on a. Alors, pour votre information, il n'y avait que ce sujet-là à l'ordre du jour à la commission de Madame Mazurel, donc on l'a mis au niveau des écoles. Mais bon, peu importe, n'importe quel élu peut parler d'une délibération, même si c'est pas dans sa délégation. Madame Mazurel. Oui, donc le week-end en famille est organisé par Madame Dossier dans le cadre du RPE. On prévoit donc dans ce week-end une sortie le 15 juin 2025 et on vous a donné dans la délibération les tarifs. Donc, je vais revenir dessus. Donc la sortie est prévue, ce sera un dimanche 15 juin au parc animalier Péridaïsa. Alors, pour alléger la dépense pour les familles, il est proposé la prise en charge par la commune des frais de transport pour les enfants jusqu'à 14 ans. Leur montant s'élève à 16 € par personne. Pour les adultes et les enfants à partir de 14 ans, donc, le prix s'élèvera à 40 € pour l'entrée, plus 16 €
pour le bus. Pour les enfants de 3 jusqu'à 14 ans, 34 € pour l'entrée, pas de frais de bus puisqu'ils seront pris en charge, et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Là, on demande évidemment, il est nécessaire d'avoir un minimum de 40 personnes pour confirmer la réalisation de cette sortie. Avez-vous des remarques? Moi, c'est vrai que j'ai assisté pour la première fois à la commission de Madame Alossery. Je n'ai pas dit grand-chose, je reconnais. Moi, je trouve que c'est un peu cher, parce que quand une famille de 2 enfants, ça fera 180 €. En plus, il faudra payer le repas. Toutes les sorties dans les parcs coûtent très cher. Ouais, mais je pense que vous n'y allez pas souvent, c'est peut-être ça, vous ne connaissez pas les tarifs, mais... mais je vais vous... Mais je vais vous titiller. Est-ce que j'ai cru comprendre, la paroisse organise un voyage à Notre-Dame de Paris pour 30 €, hein? Alors, à Notre-Dame de Paris, c'est 30 €. La paroisse. Donc je dis pas qu'il faut organiser un circuit à Notre-Dame de Paris. C'est le week-end en famille, on va pas les emmener à Notre-Dame de Paris. Donc, moi je trouve que c'est trop cher, et j'ai un peu l'impression que vous vous adressez à des personnes aisées, donc je vote contre. Sauf que excusez-moi, sauf que la visite de Notre-Dame de Paris est gratuite. Ah ouais. Non, c'est gratuit. Ah oui. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Je le mets au vote. J'ai simplement une question. Oui. C'est combien la place de Paradisa? Parce que, bon, alors... c'est 40... Non, là, dans la délibération, j'ai compris, mais les gens payent leur place au prix standard ou pas? Non, c'est ça la question. Parce que je suis désolé, je m'appelle en commission, mais... D'accord. Merci. C'est 40 au lieu de 48. Oui, d'accord, merci. D'autres remarques? Je mets au vote. Donc, contre M. Foucard. Non, c'est ça? C'est contre, hein? Voilà. Donc, abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, la composition du conseil d'administration du CCAS. Madame. Le conseil d'administration devra être modifié suite à la démission de M. Francis Lefebvre, sa démission du conseil municipal. La liste des membres qui siégeront au conseil d'administration, je vais vous la relire. La présidente, Madame Dominique Gantier. Dans le collège des élus, moi-même je suis vice-présidente. Madame Marie-Laure Alossery, qui vient donc en remplacement de M. Francis Lefebvre. Madame Gisèle Poteau-Fomentel, Madame Claire Delory, M. Claude Delval, M. Patrick Vandrièche, M. Laurent Deblos, M. Bruno Foucard. Dans le collège des non-élus, donc des administrés, M. Olivier Frère, Mme Christine Vandenbulk, Mme Francine Limousin, Mme Francine Huret, Mme Nicole Vergoten, M. Gérard Noyer, M. Yvan Garber et Mme Marie Staon. Avez-vous des remarques? Bien. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, recrutement et rémunération des animateurs intervenant de l'accueil collectif de mineurs, pour Madame Alossery. Bonsoir, donc la délibération 14 concerne le recrutement des animateurs pour les centres de loisirs. On a remis les mêmes tarifs journaliers que l'année dernière, à savoir 100 € par jour pour le directeur, la directrice en l'occurrence, 75 € pour un animateur diplômé, 60 € pour un animateur stagiaire, 50 € pour un animateur non diplômé, auquel s'ajoutent 15 € pour les nuitées de camping et 20 € pour l'animateur titulaire du diplôme de surveillant de baignade qui sera utile pour le camping. Avez-vous des remarques? Bien.
Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante, l'activité extrascolaire communale pour l'été 2025. Madame Alowska. Donc, nous ouvrons les centres de loisirs de cet été, donc avec la mise en place d'un centre de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans qui se déroulera du 7 juillet au 1er août, donc un total de 4 semaines. Durant ces 4 semaines, il y aura une semaine de camping proposée pour les 10-17 ans qui aura lieu à Merlimont et qui se déroulera du 15 juillet au 18 juillet. Et comme les années précédentes, nous proposons aussi le centre ado, donc pour les jeunes de 12 à 17 ans. Alors ce sera la première semaine, donc du 7 au 11 juillet, avec cette année un accueil plus en journée de 10 à 18 heures, mais le même principe que l'année dernière, des activités à la carte. Et puis les adolescents pourront aussi aller au camping, donc la deuxième semaine du centre aéré. Avez-vous des questions? Bon, je vais pas, quitte à me faire engueuler par Madame la maire, bon, c'est pas grave. Donc, je voudrais quand même signaler, parce que sur le site internet, j'ai rien compris, comme d'habitude. Vous me direz. Votre compréhension à chaque fois. Oui, c'est pour ça que j'ai dit comme d'habitude. Il y a un règlement intérieur pour les accueils de loisirs, mais il date de 2022. Donc, ce serait peut-être bien qu'il y ait un document unique qui change éventuellement à chaque accueil de loisirs, parce que c'est un peu difficile pour moi, enfin, selon moi, de m'y retrouver. Pour ce qui concerne l'accueil de loisirs de cette année, alors vu que c'est ma fête depuis tout à l'heure, donc je vais quand même le dire. Donc, si j'ai compris, c'est un centre de loisirs qui date du 7 et qui va durer du 7 juillet au 1er août. Soit 4 semaines, de mon temps c'était 6 semaines, ça a duré jusqu'au 15 août, hein, donc bref. Non, monsieur Foucault, non, je vous reprends. De votre temps, ça a duré 1 mois. Et de votre temps, où j'étais à cette époque-là aussi adjointe au CLSH, je m'en occupais et j'avais demandé, nous étions 2 élus, demandant à ce qu'on prolonge les centres de loisirs jusqu'au 14 août. C'était pas vous, c'était 2 autres élus, et pour pas nommer, c'était Madame Ventura et moi-même. On souhaitait allonger. On l'a allongé, pas au début, ça s'est allongé après. Mais la raison pour laquelle aussi ça s'est réduit, c'est qu'il y a très peu d'enfants, en fin de compte, sur ces périodes, la période, on va dire, vers le 5 août, vers le 5 août. Voilà. Mais bon, c'était à votre époque. Il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure. Allez-y, continuez. Alors, donc j'ai assisté pour la première fois à la commission des affaires scolaires. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'on a eu un tout petit document, mais avec des tarifs, on était un petit peu perdu. En tout cas, dans la délibération qui nous est présentée aujourd'hui, il y a quelque chose qui me chiffonne. À mon avis, c'est un copier-coller trouvé. C'est avant le tableau. Les tarifs de l'accueil de loisirs sont identiques à ceux appliqués lors des activités extrascolaires pendant les petites vacances. Or, juste après, on fixe des tarifs. À mon avis, ce paragraphe-là, il doit sauter, puisqu'il y a des tarifs qui sont détaillés après. Non, c'est pas la peine de dire qu'on prend les tarifs des petites activités, des petites vacances scolaires. Mais bon. On a discuté des tarifs en semaine pleine. C'est vrai que j'avais pas les tarifs de 2024, donc j'ai rien dit. Il y a quand même bien une augmentation qui va de 1,9 à 3,2 selon les quotients. Vous avez abordé aussi un tarif pour la semaine de 4 jours. Vous avez fait 2 propositions. Moi, j'ai pas trop compris comment se faisait le calcul des 2 propositions. En tout cas, après vérification, le premier tarif, il avait une différence de 2,80 €. Et le plus cher, c'était 16 € de plus. Donc ça faisait une différence entre les 2 tarifs de 13 à 25%. Vous avez choisi la proposition la plus chère. Je répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pour ce qui concerne le camping, effectivement, il y a encore une augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, d'une manière générale, il y a bien une augmentation de tarifs depuis que vous êtes là. Et je vais en profiter, si vous voulez bien, de parler des activités périscolaires, parce que ça avait été évoqué en commission, mais il n'y a pas de délibération, donc je dois supposer que ça veut dire que les tarifs restent les mêmes par rapport à ce qu'il était avant. Et dans les activités périscolaires, j'ai découvert, enfin, au mois de juillet 2022, dans le règlement, on parlait des aides aux devoirs, ce que moi j'appelais les études surveillées. Apparemment, ça a disparu, ça ne doit plus exister. Ça fait 3 ans, hein, monsieur Foucard. Comment? Ça fait 3 ans. Hein. Ben oui, mais le conseil municipal n'a jamais demandé son avis à ma connaissance. Donc, en tout cas, oui, je voterai contre la délibération pour les accueils de loisirs, compte tenu des augmentations qui sont prévues. Oui, Monsieur Foucard, vous auriez pu poser toutes ces questions concernant les tarifs la semaine dernière. On vous aurait expliqué comment ils ont été calculés, tous ces tarifs. Vous dites que le camping a augmenté, je vous ai signalé que la prestation a été améliorée aussi. On envoie les enfants à la mer, à Merlimont. En plus, l'année dernière, c'était à Vingt, donc c'est pas le même type de prestation, donc c'est normal qu'on ne demande pas le même montant aux familles. Et quant au règlement de 2022, il a été voté en 2022, tant qu'on n'a pas de modification à y apporter, on n'a pas l'utilité d'en revoter un nouveau. Bien. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Je le mets au vote. Donc, M. Foucard contre. Qui est contre encore? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous allons passer à la dernière délibération qui concerne la participation financière au titre du séjour classe découverte qui va faire plaisir à M. Foucard. Oui, et qui est très attendu par les enseignantes. Donc la classe de découverte organisée par les écoles Victor Hugo et Simone Veil. Cette année, c'est les 2 classes. Il y a 2 classes à Simone Veil, une classe à Victor Hugo de CM1, CM2 qui partent tous ensemble. Donc ils partent à Paris au mois de mai. Et voilà pourquoi il suffit de voter cette délibération en mars. On est largement dans les temps pour leur verser la subvention. Donc la commune versera 80 € par enfant de participation à cette classe découverte. Est-ce qu'il y a des questions? Effectivement, les enseignants avaient demandé depuis juin 2024 à ce que la commune puisse dire rapidement ce qu'elle avait l'intention de le faire. Bon, on le fait quand même 3 mois avant, mais si on l'avait pu décider avant, ils auraient pu être rassurés. Moi, je suis intervenu à chaque fois, bon, bref. Donc, je voterai pour cette délibération, mais sur le ton de la boutade, vu qu'on est à la dernière question. Monsieur Delval, en février dernier, vous m'avez salué parce que j'avais approuvé un grand nombre de délibérations ce soir-là. Je ne sais pas si ce soir vous avez fait le compte, mais moi je l'ai fait. Donc pour faciliter la tâche, aujourd'hui j'ai fait le calcul moi-même. Et vous voyez, je me suis ressaisi, j'ai voté contre 8 fois. J'ai approuvé 6 délibérations et me suis abstenu une. Par contre, le micro, il fatigue. L'amélioration. Pour votre information, les enseignants m'ont demandé depuis juin 2024 quelle serait notre position quant à la subvention pour leur classe de découverte. Mais comme le budget se vote en mars, je ne pouvais pas leur donner, je leur ai donné un accord de principe. Et voilà, nous votons aujourd'hui et nous votons cette subvention. Ils ont prévu leur voyage en fonction de cette subvention que nous allons leur voter. Bien, donc on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc l'ordre du jour est épuisé. Nous allons passer aux questions orales. Questions orales en vue du conseil municipal, donc de ce soir. Première question. Je ne vous féliciterai pas, mais bon.
C'est synthétique. Ah, c'est moi, non, mais il y a C'est synthétique, parce que ce sont les vôtres. Hein, pour un village, une est responsable. Canal de Seclin, la Naviette. La charte du territoire des gardiennes de l'eau mentionne, axe 1, action 10, reconquérir les cours d'eau en lien avec la ressource en eau. Qu'en est-il du canal de Seclin et de la Naviette? Donc, cette action priorise effectivement une reconquête accrue des cours d'eau dans les zones d'aire d'alimentation de Champentans. Il faut cependant dissocier la Naviette, qui est un cours d'eau non domanial, dont l'entretien s'est assuré depuis 2019 par la MED et sa compétence GEMAPI. Le canal de Seclin, qui lui est un cours d'eau domanial de compétence de l'État via la VNF, la Voie navigable de France. Donc, ces cours d'eau font l'objet d'une mission de surveillance et d'entretien régulier, tels que le foucardement, la ripisylve et les entaques. Bien. Bon, ma question, c'était, vu que la MEL veut s'occuper de tout et compagnie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand j'étais maire, il y avait un gros projet sur la Naviette, de la rénover complètement, mais c'était un peu scabreux par rapport à la protection des champs captants. Donc effectivement, à l'époque, le petit syndicat intercommunal, il n'avait pas les moyens. Donc si la MEL, elle l'a repris, est-ce qu'il y a l'intention de refaire? Parce que... Non, mais il y avait tout un projet pour le rénover complètement. Mais la question, c'était, est-ce qu'on racle les terres? Parce que si on raclait les terres, la pollution aurait parti dans la terre. Donc c'était un truc technique très compliqué. Et le canal de Seclin, la MEL, elle avait aussi décidé un jour de prendre une compétence sur les canaux. Donc on a pris le canal de Roubaix, mais on a oublié de prendre le canal de Seclin. Moi, je me suis penché sur la charte du territoire des canaux de l'eau, je réponds par rapport à ça. Effectivement, c'est sur une mission de surveillance et d'entretien du canal de Seclin, et en plus, il y a une réhabilitation qui est en cours avec une remise en état de ce canal et du cheminement. Mais ça, c'est en cours, je crois que la semaine prochaine de la MEL, et la Naviette, effectivement, c'est un niveau d'entretien par rapport au fait que Bien. Alors, question suivante. Cérémonie de la citoyenneté. La cérémonie de la citoyenneté prévue par l'article R54 du Code électoral a-t-elle eu lieu, et si oui, pourquoi les oppositions n'y ont-elles pas été associées? Monsieur Foucard, lors du conseil municipal du 3 février 2025, je vous signalais déjà qu'il n'était pas nécessaire de nous rappeler à chaque fois les textes de loi. Je les connais aussi bien que vous. J'ajouterai mieux que vous. Sachez que l'article R54 du Code électoral ne prévoit pas la cérémonie de la citoyenneté. Il fait simplement référence aux enveloppes électorales, format, couleur, etc. Pour votre instruction, ce sont les articles R-24 et R-24-1 du Code électoral que vous auriez dû citer. Donc, pour répondre à la question, effectivement, aujourd'hui, non, on n'en a pas fait, mais ça n'est pas une obligation. À défaut de remise au cours de cette cérémonie, si cérémonie il y a, ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, la carte électorale est distribuée au domicile des électeurs, par les soins du maire. Sachez qu'aujourd'hui, effectivement, on va essayer d'en mettre une en place, mais si vous êtes un peu penché sur ce sujet, il y a une campagne électorale qui devrait arriver dans un certain temps, et il n'est pas possible de mettre en place cette cérémonie durant une campagne électorale. Donc, si on arrive à le faire assez rapidement, c'est-à-dire avant septembre, on mettra cela en place, et tous les élus seront invités, bien entendu, même l'opposition. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et vous pourrez aller vérifier vos références. Question numéro 3. Réhabilitation des logements rue du 1er mai du Verbois. Qu'en est-il du projet de réhabilitation des logements rue du 1er mai et du Verbois évoqué au milieu de l'année 2024?
Nous échangeons très régulièrement avec tous les bailleurs. Et notre dernière rencontre avec Tisserand Habitat, concernée par les 2 rues citées, date de janvier dernier. Les travaux de réhabilitation des logements devraient débuter au cours du second semestre 2025. Question numéro 4. Ferme d'Herbeau-Drinquien, rue de Noyelles. Qu'en est-il des perspectives d'avenir de cette ferme? Alors, je ne sais pas, peut-être que votre mémoire vous fait défaut, Monsieur Foucault, puisque c'est ce que vous dites vous-même. Ah, ben, je ne sais pas, j'ai oublié. Mais cette question, elle m'a déjà été posée. Oui, mais vous m'avez pas répondu. Mais si, je vous ai répondu, et vous savez très bien que c'est un terrain, c'est privé, ça appartient à Madame d'Herbeau-Drinquien. Donc, à partir du moment où c'est privé, moi, je ne peux intervenir dessus. Et je vous ai même dit à ce moment-là que de toute façon, vous le savez, c'était encore cette affaire au tribunal. Donc, tant que c'est au tribunal, nous, voilà, on ne peut pas avancer sur le dossier. Donc, on en est là aujourd'hui. Dernière question. Oui. Je me permets. La MEL, dans sa grande... La communauté urbaine, à l'époque, c'était une délibération de 2012, avait pondu de charger l'établissement public foncier d'acheter cette ferme. Bon, après, peut-être que ça n'a pas été suivi des faits. Je peux vous donner les références, c'est la 12C0089. Vous voulez que je mette une réserve dessus, Monsieur Foucault? Non, je demande de planter peut-être pour faire quelque chose. Bah, de toute façon, on ne peut rien en faire avec les champs captants, c'est le zonage complet. Exactement. On ne peut rien en faire, à part peut-être mettre des moutons. Bon, la commune aujourd'hui, c'est pas son intérêt. Hein. Oui, mais sauf que à l'époque, c'était Monsieur Jacques d'Herbeau-Drinquien qui était propriétaire, malheureusement, il est décédé. La communauté urbaine, à l'époque, lui a dit qu'il gênait le monde dans ce coin-là, parce qu'il ne faisait pas des agricultures raisonnées, compagnie, ceci et cela. Ils lui ont dit qu'il fallait faire du maraîchage. Jacques, il a beau 50 ans, il n'avait peut-être pas commencé à changer son fusil d'épaule. Et on lui a dit, à la communauté, que son bâti, sa ferme n'est pas assez grande pour faire du maraîchage et qu'il fallait donc qu'il aille voir tous ses voisins propriétaires pour demander s'ils ne pouvaient pas vendre un bout de terrain. Attends, je vais 30 secondes. Et au même moment, il y a un terrain qui a été mis en vente, et à l'époque, la MEL avait droit de préemption. Et j'ai pas pu aller à la commission. Quand j'ai téléphoné le lendemain, j'ai dit, vous avez préempté, puisque vous emmerdez, machin. Ah ben non, on n'a pas préempté. Puis j'ai dit, pourquoi? Parce que c'était un terrain boisé et que ça n'allait pas être sérieux pour les champs captants. Quand j'ai raconté ça à Jacques d'Herbeau-Drinquien, il était monté au plafond. Et je le comprends. Après, il s'est barré pour avoir la paix et est parti en aimant là-bas dans le centre de la France. Oui, aujourd'hui, vous m'avez posé une question. Et donc après, il y a eu une délibération pour ça. Donc peut-être que la communauté urbaine n'a pas donné suite. Non, c'est toujours en litige, c'est au tribunal, et tant que ce ne sera pas réglé, eh bien, il n'y aura rien de décidé sur cette partie. Ensuite, dernière question. Qu'en est-il des projets de vente des logements locatifs rue du 1er mai et rue du 14 juillet 1789, évoqués en octobre 2022? J'avoue ne pas avoir compris votre question, parce que, ça m'arrive aussi, vous voyez, comme vous, je ne comprends pas tout, parce qu'on vous a répondu, on a répondu à cela. Il y a déjà 2-3 ans, hein, Madame Mazurel, qu'on a fait ça, et vous connaissez très bien le système. Toutes les maisons de la rue du 14 juillet, elles ont été... elles peuvent être vendues. Aujourd'hui, toutes les maisons les locataires qui sont là, s'ils décident de quitter, la maison d'office est vendue. Ça s'est fait au mandat précédent. Le locataire peut acheter. Aujourd'hui, les locataires rue du 14 juillet, il y en a eu aucun, en fait, qui souhaitent acheter. Et il y a eu 2 ou 3 maisons pour l'instant qui ont été vendues. Voilà, maintenant les autres, le jour où le locataire quitte, la maison, elle est en vente. Quant à la rue du 1er mai, il y a eu, je crois que c'était sur le précédent mandat, 3 ou 4 maisons qui
qui était possible d'être vendues. C'était une jauge de 5 au maximum. Il y a eu 3 maisons de vendues, je crois, depuis. Voilà, moi j'ai rien de plus et il n'y a pas de changement depuis la dernière fois où j'avais répondu, on avait répondu à cette question. Voilà. Bien, donc on a terminé. Avant de clore le conseil municipal, Madame Mazurel souhaitait quand même reprendre la parole sur un sujet. Je vais lui laisser. Oui, Monsieur Foucard, c'est à vous que je m'adressais. Il est là, en réalité. Ah bon? Je m'en suis douté. D'accord. Parce que j'ai encore fait, mais bon. Bon, bah oui, bah ça me plaît pas du tout, vous allez voir. Parce que le bruit court que j'utiliserai des passe-droits lors de l'attribution des logements sociaux. Donc je ne doute pas que de l'origine de ce bruit. Je pense que ça vient de vous. Suite aux fausses informations que vous prenez plaisir à faire circuler, et bien que j'estime ne pas avoir à me justifier, je tiens à préciser que j'exerce mes fonctions en tant qu'adjointe aux affaires sociales avec intégrité et probité. Je mets un point d'honneur à observer parfaitement les règles morales et à respecter scrupuleusement les règlements. Dans le domaine des attributions de logements sociaux, les choses ont bien évolué. Le maire ou son adjoint n'a plus la possibilité, comme de votre temps, de favoriser l'un ou l'autre de ses administrés. Un système de cotation a été mis en place et lors des caléoles, ce sont les commissions d'attribution des logements, le représentant de la commune a beaucoup moins de pouvoir. Tous les maires sont d'accord pour le dire, ou les adjoints en charge du logement. En ce qui concerne vos accusations, j'aurais favorisé le fils d'une élue. Ce n'est même pas son fils. La commission a eu lieu le mardi 14 mai 2024. 3 candidatures étaient en concurrence. Il y a toujours 3 commissions dans les attributions. 3 dossiers, pardon, dans les commissions. 2 des dossiers étaient proposés par le bailleur. Bien souvent, c'est même les 3. Le logement a été attribué à une personne qui habitait ce là. Donc, vous voyez, suite au refus de cette personne, le logement ne lui convenait pas, il a été attribué au suppléant numéro 1 et c'était justement la personne dont vous parliez. Alors, je voudrais savoir où est le favoritisme. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Une petite remarque encore tout à l'heure, vous avez dit que dans le domaine des animations pour les aînés, comme M. Lefebvre avait tout fait, il n'y a plus grand chose à faire. Je ne suis pas ravie d'entendre ça parce que je vous garantis que tout n'est pas fait et qu'on a encore beaucoup de travail derrière pour mettre en place les animations. Je ne sais pas si je vois bien cette information. Bien, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Oui. Ah oui, c'est vrai. Avant de partir, tout le monde doit signer, c'est vrai. Le budget, c'est une obligation une fois par an. Vous devez mettre la signature pour voir madame la